un objet en terre cuite peinte qui vient du Mexique. Après, le reste, effectivement, c'est comme vous, si vous allez en brocante ou chiner des choses au puce, vous ne savez pas forcément qui est-ce qui l'a fait ni de quand ça date. C'est ça le principe de l'art populaire. Ce sont des objets créés par des gens du peuple populaire et qui se rapportent à des thématiques du quotidien. Donc ça peut être des festivités, des traditions, des mythologies, de la gastronomie. Sans vouloir vous envoyer son mot, on va dire que Gaston Chessac, c'était de l'art brut. Mais Gaston Chessac lui-même a dit toute sa vie, non, pas question, je ne fais pas de l'art brut, je ne suis pas d'accord. Et vous voyez qu'il est aussi dans les collections du Mamac. Pour autant, pareil, il n'a jamais dit, youhou, moi je suis artiste contemporain. C'était pas non plus ainsi qu'il s'identifiait. Et donc dans cette exposition, on se pose aussi la question de l'autodétermination des artistes et à quel point est-ce que ça doit peser dans les discours qu'on a nous en musée par rapport à la manière dont ils ont été classés, ces artistes, par les historiens de l'art. Donc quelle peut être la différence entre la façon dont un artiste perçoit son travail et la façon dont les théoriciens vont percevoir ce même travail. Donc, lui, comment il se définissait? Il disait qu'il faisait partie de la peinture moderne rustique. Alors ça ne vous parle sûrement pas, parce que la peinture moderne rustique, eh bien, selon les conventions, ça n'existe pas. On pourrait rapprocher ça en quelque sorte du courant dont faisait partie Ivan Generalic, quoique ce ne soit pas du tout le même endroit, hein, mais qui lui était... On ne soit pas tout à fait sûr de ce que ça représente. Mais il y a beaucoup cette impression, effectivement, d'expression, de quelque chose qui ressort du tableau. Peut-être que vous ressentez des émotions aussi en regardant ce tableau, ça peut vous inspirer différentes choses. Ça ressemble aussi un petit peu visuellement à ce que faisait Kandinsky avant de s'intéresser à l'abstraction. Il faisait partie notamment du mouvement du Cavalier Bleu, donc der Blaue Reiter, avec par exemple Gabriel Munter également. Alors moi personnellement je trouve que ce personnage il ressemble à l'exorciste. Vous voyez un petit peu la position de la fillette, ça ressemble un petit peu à ça, mais ça reste quelque chose un petit peu, il y a une impression d'étrangeté, peut-être même d'angoisse grâce à ça. Elle faisait toujours des personnages, souvent avec un fond noir et en tout cas toujours avec les yeux tout noirs comme ça, sans pupille. Et les agneaux aussi, hein. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Les poules aussi. Hein. Il n'y a jamais de pupille dans ces tableaux. Les poules aussi. Oui. Alors cette impression justement de tristesse, elle transparaît dans les œuvres parce que Eva Lallemand, elle n'a pas eu une vie facile. En fait, elle est née Hava Scheinberg, donc, dans ce qui est aujourd'hui la Moldavie. Donc elle était originaire en fait du même endroit qu'Anatole Jakovski. Et elle est née à un moment, elle a grandi en fait à un moment où il y avait les pogroms contre les populations juives. Et elle-même était d'origine juive, d'où son nom Steinberg. Et donc, avec sa famille, bien, ils ont fui cette partie de l'Empire russe pour échapper aux pogroms contre les Juifs. Ils sont venus se réfugier en France. Et bon, malheureusement, c'était, à une courte période après, la Seconde Guerre mondiale. Elle l'utilise pour en faire une œuvre d'art, sachant que, de manière générale, sa pratique, elle est plutôt liée à une pratique féministe et militante. Elle a en général une pratique qui montre beaucoup la sexualité féminine. Là, c'est pas le cas. C'est une thématique plutôt anti-guerre, tout simplement. Elle est un peu comme Greta Peschnik. Il y a une certaine sexualité, un érotisme qui se dégage des œuvres, qu'on ne voit pas ici, mais enfin, je vous donne l'info quand même, c'est toujours bon à savoir un petit peu ce que font les artistes au-delà d'une seule œuvre. Et Lars Fredriksson, lui, il est important dans le contexte local aussi, puisque c'est le premier à avoir créé un studio de son ici à la Villa Arson, à Nice dans les années 70. Donc c'est un artiste qui aime beaucoup vraiment faire des expérimentations. Pour le coup, rien à voir avec cette œuvre-là, mais là aussi, il a une pratique